Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Au top de l'actualité, c'est le retour du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qui vient de rejoindre la patrie après avoir assisté au deuxième sommet russe-Afrique qui s'est tenu donc à partir du 26 jusqu'au 28 juillet à Saint-Pétersbourg en Russie et qui a groupé donc un certain nombre de pays, 47 pays qui ont été représentés et donc la présence également que je signale de 17 chefs d'État. Le chef de l'État égyptien donc, a participé à ce sommet qui est d'une grande importance pour le continent africain. Bien entendu, le slogan de ce sommet a été prôné par le président Vladimir Poutine, le président russe qui a prôné une approche qui constitue un nouvel ordre, la construction d'un nouvel ordre multipolaire d'une façon et aussi un ordre qui soit donc juste et démocratique, qui soit loin du néocolonialisme entre guillemets. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi donc a eu des consultations avec Vladimir Poutine. Il a assisté à la séance plénière où il a donné le discours de l'Égypte, un discours très attendu et d'une très grande importance qui a visualisé toute la conception de la République arabe d'Égypte, de la situation actuelle. Bien entendu, le chef de l'État avait parlé de plusieurs questions d'une grande importance, entre autres la nécessité pour les pays africains donc de participer à ce travail, à cette émancipation de cette Afrique qui a besoin donc d'être redynamisée au niveau sur le plan économique, mais aussi d'assurer un futur pour les prochaines générations. Le chef de l'État donc a tenu un discours très très important, été très attendu et tout de suite, chez Boussela, notre collègue, va nous dresser le point sur les plus grandes questions qui ont été soulevées et aussi les précisions qu'a donné le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, en ce sommet et également comment il est au devant de la scène africaine pour parler des problématiques africaines, mais aussi, il faut dire que l'Égypte et la Russie, c'est aussi une très grande relation stratégique profonde et des clauses justement de cette rencontre, de ce sommet. Aujourd'hui, on va parler du côté surtout économique, qui est la création d'une zone industrielle russe au niveau du canal de Suez, mais également la construction, bien sûr, de l'arsenal, la question de l'industrie nucléaire d'Abra, donc des gains qui ont été acquis durant ce sommet. Mais tout de suite, on va s'arrêter sur les grands slogans qu'a soulevé le chef de l'État pour défendre la cause de l'Afrique. Dans une allocution prononcée devant la séance générale du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que le sommet Russie-Afrique intervient dans des conditions internationales extrêmement compliquées et un climat général marqué par une polarisation extrême. Le sommet a tracé un cadre institutionnel durable adéquat à la valeur et profondeur du partenariat historique entre les pays africains et la Russie. C'est ce qu'a dit le chef de l'État. Les pays africains sont confrontés à d'énormes défis qui affectent non seulement les capacités à poursuivre le développement, mais qui menacent également la sécurité et les droits des générations futures, a noté le président al-Sisi. L'Égypte a toujours été pionnière en adoptant la paix basée sur le droit, la justice et l'équilibre, et c'était son choix stratégique, a-t-il poursuivi. Les pays africains sont des États souverains, indépendants et actifs au sein de la communauté internationale, aspirent à la paix et à la sécurité internationale et cherchent un développement durable en faveur des intérêts de leur peuple, selon le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a précisé que ces pays doivent être à l'écart des tentatives de polarisation dans les conflits existants.
L'élaboration de solutions durables pour les conflits actuels dans notre monde doivent reposer sur les objectifs de la Charte de l'ONU et les principes du droit international, y compris le règlement pacifique, la sauvegarde de la souveraineté des États et leur intégrité territoriale. C'est ce qu'a dit le président. Il a appelé à prendre en considération les demandes des pays en voie de développement, notamment les pays de notre continent, et les défis à relever au niveau de leur économie, en particulier la sécurité alimentaire, les chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix de l'énergie. M. Al-Sisi a jugé impératif de porter haut la voix de l'Afrique auprès des instances internationales, de faire parvenir les positions des pays africains et leurs demandes et de réaliser l'équilibre nécessaire dans toute question liée aux intérêts du continent. L'Égypte s'engage de manière sérieuse et sincère aux efforts visant à approfondir le partenariat stratégique en mobilisant les outils et les capacités égyptiens, que ce soit au niveau national en activant la coopération existante entre les entreprises égyptiennes et leurs homologues russes dans les domaines d'intérêt commun, ou au niveau continental avec l'activation de la présidence égyptienne du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, a confirmé le président Al-Sisi. Et pour discuter de ces points cruciaux pour l'avenir de l'Afrique qui ont été transcrits par le chef de l'État durant son discours historique dans la séance plénière de ce sommet, ce deuxième sommet Afrique-Russie, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Monsieur Negui Victor, qui est expert en économie. Bonsoir et merci de vous joindre à nous sur NILTV International. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Très content de vous avoir. Alors aujourd'hui c'est un sujet d'une très grande importance. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce deuxième sommet russo-afrique, avec cette présence aussi qui a un petit peu gêné l'Occident, qui est en guerre avec la Russie sur fond de cette guerre Ukraine-Russie, est-ce que finalement ces rapports vont aller est-ce que l'Afrique va bénéficier de ces arguments qui ont été lancés par le chef de l'État russe Vladimir Poutine en matière de céréales, en matière d'industrie, en matière aussi de dépréciation de la dette, etc. Oui, je voudrais commencer tout d'abord par une petite préambule et dire que l'Égypte a une histoire assez ancienne qui remonte dans les années de Nasser, quand il était président. Et après la Révolution, l'Égypte a eu recours à la Russie pour construire le grand barrage. Et ça, c'est un témoignage de la Russie qui veut participer et collaborer avec les pays africains. Nous n'oublions pas encore que durant l'invasion de la France et de l'Angleterre en 1958, c'est la Russie qui a exercé des pressions très fortes sur ces deux pays pour les obliger à arrêter leur invasion à Port Saïd. Bon, ceci étant, le monde actuellement a changé là aussi. Le monde a changé aussi. Non, répétez, madame. Oui, je dis que le monde a changé aussi. Il y a eu plusieurs crises planétaires, le Covid, plusieurs autres. Absolument, absolument. Mais il faut savoir qu'il y a un point très important. Nous vivons et nous assistons actuellement à une transformation dans le régime mondial. Tous les pays essayent de créer un régime polypolaire, au lieu que ce ne soit un seul pays qui régit et qui domine la Terre, ou deux pays.
la tendance politique actuellement, c'est de créer un autre régime. Ceci étant, l'Égypte, notre président Abdel Fattah el-Sisi, qui a assisté à ce congrès, c'était très important sa présence. Parce que n'oubliez pas que notre président était le chef de l'Union africaine. Donc, il représentait et il représente toujours les pays africains. Les pays africains qui souhaitent la collaboration avec un pays tel que la Russie. Malgré que la Russie a ses problèmes de cette guerre avec l'Ukraine, je crois que M. Poutine a présenté sur la table des éléments très importants pour l'Afrique. Oui, avant d'arriver à ce qu'a présenté le chef d'État russe, quels sont les points les plus importants qui ont été abordés par le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, à votre point de vue? À mon point de vue, oui. Notre en étant le porte-parole de l'Afrique dans ce moment pour la difficile. Cause de la nourriture. Oui. On sait très bien que la Russie est le plus grand producteur de blé au monde. Et que à cause de cette guerre, il y a des problèmes de fournissement de ce blé. Un. Deux, il y a un grand problème qui s'appelle le dollar. Le dollar qui domine toutes les actions commerciales entre les pays, entre autres l'Afrique et la Russie. Et je crois que notre président a été très précis et il a réussi avec beaucoup d'adresse à résoudre ce problème à tel point qu'il a conclu un accord avec M. Poutine de nous fournir, de nous envoyer le blé dont nous sommes malheureusement, je dirais, nous sommes le premier importateur de blé dans le monde entier. Donc c'est un point très vital pour l'Égypte. Mais cette fois-ci, et désormais, on pourra acheter le blé avec la livre égyptienne. C'est déjà un très grand acquis, là, docteur. C'est un grand acquis, c'est quelque chose, parce que ça va donc diminuer la pression sur la consommation du dollar en Égypte. Vous avez tout à fait raison, madame, parce que le dollar, ce n'est pas seulement une monnaie qu'on utilise. Non, le dollar, c'est toute une structure américaine qui domine, je dirais, le monde entier et qui essaye de continuer à dominer. Alors, si on arrive à nous libérer de ce dollar, je ne dis pas que ça va se produire demain matin, mais si le monde, et il y a une tendance très forte dans le monde actuellement pour se débarrasser de ce dollar. Parce que le dollar n'est pas seulement une monnaie avec laquelle on achète. Alors, également, un autre axe important serait sur le plan économique pour l'Égypte, c'est la création, je veux dire, cette année, de la zone industrielle russe au canal de Suez. De Suez, absolument, vous avez raison. Quelle est l'importance justement de cette dynamique industrielle qui va travailler instantanément actuellement? Quel est le revenu économique, le coût pour l'Égypte et le revenu? Voilà. La Russie va créer en Égypte, dans la zone économique le long du canal de Suez, une ville russe, une zone industrielle. Économique. Comment? Une zone industrielle complète. Absolument, madame. Une zone industrielle complète russe. Vous savez très bien que l'Égypte est en train de refaire tout son chemin de fer. L'Égypte est en train d'étaler des kilomètres linéaires de chemin de fer et de routes. Et qu'on a importé et on importera encore les wagons, les rames des trains de la Russie. Alors, désormais, en Égypte, ces rames seront fabriquées localement. On n'aura plus besoin de les importer de la Russie ou
ou de l'Allemagne ou Donc de la c'est un France. transfert de technologie, en Oui, partie. et C'est voilà, la c'est très façon de important. M. Poutine de vouloir attirer l'Afrique. C'est de proposer aussi cette question justement de transfert de technologie. À quel Absolument. point ça peut Et, et, changer et, l'image de l'économie? et n'oubliez pas les choses très importantes, madame. La Russie est en train de construire le centrale nucléaire de El-Daba. Et ça, c'est une première, parce qu'aucun pays au Moyen-Orient, je dirais en Afrique, possède un centrale nucléaire qui va lui produire L'énergie nucléaire, donc, oui. de mégawatts d'électricité et qui va alimenter. Déjà, on en a ce qu'il faut, mais on en aura encore plus pour exporter et faire le lien avec l'Europe. Donc, la présence de la Russie, la coopération avec la... N'oublie pas encore que du fait que la Russie est très avancée sur le plan agriculture, c'est un pays très avancé sur la technique de l'agriculture, la preuve. Premier producteur de blé mondial. On va collaborer avec la Russie pour fertiliser. L'Égypte a un projet de fertiliser 2 millions de fétons et de créer une nouvelle vallée. Nous vivons sur 7% de la superficie totale de l'Égypte et on espère, et on va y arriver, de vivre sur 14%, doubler la superficie actuelle. Mais pour doubler la superficie actuelle, il faudrait bonifier des terrains, cultiver. En plus, avec l'explosion démographique qui se passe en Égypte, on a besoin de multiplier nos revenus. Oui, d'assurer la sécurité alimentaire. Oui. En parlant justement de tous ces bienfaits que vous avez cités, Oui. la technologie nucléaire, bien sûr la centrale de Daba avec la production donc de tout un arsenal énergétique qui va donc se refléter sur le marché égyptien, qui va couvrir toutes les demandes égyptiennes. Oui. Revenons à la question donc de cette Afrique qui est au cœur des tractations. Tantôt il y a un sommet Union européenne-Afrique, tantôt États-Unis-Afrique, tantôt la Chine-Afrique, tantôt maintenant la Russie-Afrique. Finalement, pourquoi l'Afrique est tant convoitisée? Est-ce que vraiment l'Afrique va bénéficier de quelque chose là? Et ça, c'est d'une. De deux, cette question d'offre pour la paix entre la Russie et l'Ukraine, une tentative qui est présentée par l'Égypte et les gouvernements africains, est-ce qu'elle peut être entendue par M. Poutine? Écoutez, le problème politique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est un problème très compliqué parce que ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre réellement entre la Russie et l'OTAN et l'Occident. Et donc... Et les États-Unis. Les États-Unis aussi, parce que ils sont en train de combattre le multipolarisme, justement. Voilà, oui. Cette approche tant attendue, convoitisée par la Russie. La Russie ne possède pas tous les éléments entre ses mains pour arrêter cette guerre. Il faut que le partenaire en face, que l'adversaire, comprenne que l'Europe essaye de faire durer cette guerre jusqu'au dernier soldat ukrainien. Donc vous avez répondu, l'Afrique ne va pas être entendue. Je veux dire, ne va pas régler cette question. C'est très très compliqué et ça voilà. dépend de... Maintenant, on va anticiper sur que va gagner l'Afrique, je veux dire, en permettant aux Russes de présenter leurs lettres de créance, y compris l'annulation de 23 milliards de dettes africaines, etc. Que va gagner l'Afrique? Je vais vous dire. Enfin, tout d'abord, M. Poutine, il a promis de fournir du blé gratuitement à 7 pays africains très démunis. Donc déjà, il y a de la nourriture. Ce que la France n'a jamais fait, ce que l'Angleterre n'a jamais
fait ce que les États-Unis n'ont jamais fait. 2, il promet une collaboration dans les divers domaines technologiques, à savoir l'agriculture, à savoir la construction de grands projets et l'investissement à l'intérieur de ces pays. Parce que vous savez très bien, madame, pourquoi que maintenant le coup d'État au Niger? Pourquoi la France est aussi fâchée, énervée? Pourquoi? Oui, c'est cette Parce question de néocolonialisme, entre guillemets, qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Madame, le Niger fournit à la France 70% de l'uranium utilisé dans ses stations nucléaires. C'est ça la raison. C'est pas pour le bénéfice du peuple, pas du tout, mais c'est pour exploiter ces richesses minières. C'est ça la vérité. Alors maintenant, est-ce que la Russie fera la même chose? Ça m'étonnerait. En tous les cas, vous nous avez donné beaucoup d'informations. C'est très agréable de persévérer. Malheureusement, le temps m'est compté. Et on aurait souhaité donc anticiper sur cette question justement, est-ce que l'Afrique change de couleur maintenant, après ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali et dans d'autres pays africains? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment l'Afrique bascule de notre côté? Merci pour vous d'avoir participé à ce programme. Negui Victor, notre expert en économie, merci bien d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle édition de Questions égyptiennes.